Bonsoir. Ce soir, nous allons là où le vent a un nom. Là où les dieux naissent d'un battement de paupières, d'une goutte de lance tombée dans la mer, d'un bain de purification après un voyage en enfer. Là où des guerriers silencieux ont appris à mourir avant d'apprendre à vivre. Et là où, sous des pétales de cerisier qui tombent trop vite, quelqu'un a compris quelque chose d'essentiel sur la beauté. Ce soir, on va au Japon. Bienvenue sur Somnia. Si c'est votre première nuit ici, un abonnement et un pouce en l'air et on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle histoire. Bonne écoute. Imaginez la Méditerranée. Sa chaleur, ses ports bruyants, ses marchés qui sentent le poisson et le thym, ces dieux qui se disputent sur les montagnes. Maintenant, imaginez le contraire exact. Un archipel de 6800 îles surgit de l'océan Pacifique comme des pierres lancées par des géants. Des forêts si denses que la lumière n'arrive pas jusqu'au sol. Des volcans actifs dont le plus célèbre, le Fuji, se dresse au-dessus des nuages comme une prière de pierre. Et partout, le silence. Le Japon n'est pas un pays, c'est un monde à part. Contrairement à la Grèce et ses 1000 cités rivales en contact permanent avec l'Égypte, la Perse, Rome, le Japon était isolé. Séparé du continent asiatique par des mers traîtresses, rares étaient les marins assez hardis pour les traverser. L'isolement a forgé quelque chose d'unique dans la culture japonaise. Une intensité du regard vers l'intérieur, une attention obsessionnelle aux détails, une façon de trouver la beauté dans ce que d'autres civilisations ignoraient. Considérez ceci. Au Japon féodal, il existait des maîtres de cérémonie du thé aussi respectés que des généraux d'armée. Des calligraphes dont le travail valait celui de guerriers. Des jardiniers qui passaient leur vie à dessiner avec du gravier blanc. Un pays où l'art de la mort et l'art de la beauté étaient enseignés avec la même rigueur par les mêmes hommes. Mais pour comprendre le Japon, il faut remonter à sa naissance. Pas à 1185, date du premier shogunat. Pas à 604, quand un prince régent réforma le gouvernement. Pas même à 660 avant notre ère, date légendaire du règne du premier empereur Jimmu. Il faut remonter jusqu'au commencement de tout, jusqu'au moment où deux divinités se tenaient sur un pont flottant entre le ciel et la mer, et qu'elles plongèrent une lance dans l'obscurité. Le Kojiki, chronique des faits anciens, a été compilé en 712 après notre ère. C'est le plus ancien livre du Japon. Et il commence comme presque tous les grands mythes, avec rien. Au début, le monde était comme une méduse, une masse informe, flottant dans l'obscurité, mêlant ce qui allait devenir la terre, l'eau et le ciel, mais rien n'était encore séparé. Après plusieurs générations de divinités primordiales, naquirent deux êtres, Izanagi et Izanami, un dieu et une déesse, un frère et une sœur aussi. Les coutumes familiales dans les mythes fondateurs ont souvent cette particularité que les paléontologues expliquent par la nécessité narrative. Il faut bien deux pour commencer. Leur mission, mettre de l'ordre dans le chaos. Les dieux anciens leur confièrent une lance céleste ornée de joyaux. Du pont entre le ciel et la mer, Izanagi plongea la lance dans l'océan. Il remua. Quand il retira la lance, les gouttes qui tombèrent de sa pointe se solidifièrent. Ce furent les premières îles du Japon. Izanagi et Izanami descendirent sur ces îles, se marièrent et donnèrent naissance à l'archipel japonais, île après île, et à des dizaines de kami, ces esprits divins qui habitent chaque élément de la nature. Mais leur premier essai tourna mal. Leur premier enfant naquit sans eau parce qu'Izanami parla la première. Ils recommencèrent donc le rituel depuis le début, comme si même les dieux devaient apprendre l'ordre exact des mots avant de créer un monde. Mais voilà que leur bonheur se brisa de la façon la plus cruelle qui soit. Izanami enfanta le dieu du feu, Kagutsushi.
et en l'accouchant, elle fut brûlée vive. Izanagi, désespéré, pleura des larmes qui devinrent elles-mêmes des kami. Puis, dans sa rage et sa douleur, il tua son propre fils, le dieu du feu, à coups d'épée. Et du sang et de la chair de Kagutsuchi naquirent, selon le Kojiki, 8 volcans et plusieurs nouvelles divinités. Les volcans du Japon ont donc une origine très particulière. Izanagi ne pouvait pas accepter la perte de sa bien-aimée. Il descendit au Yomi, le royaume des morts, pour la retrouver. Et là, une scène qui dit tout sur ce que les Japonais pensaient de la mort. Izanami lui murmura qu'elle avait mangé de la nourriture du Yomi, ce qui la rendait prisonnière. Elle allait essayer de négocier avec les kami des morts. En échange, elle fit promettre à Izanagi une seule chose, ne pas essayer de la regarder avant son retour. Izanagi attendit. Un jour. Un seul. Puis, n'y tenant plus, il alluma une torche et alla la chercher dans les ténèbres. Et il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Izanami n'était plus Izanami. Izanagi s'enfuit en courant, poursuivi par les démons du Yomi. Par miracle, il parvint à s'échapper. Il scella l'entrée du royaume des morts avec un rocher immense. De l'autre côté, Izanami lui cria sa vengeance. Elle tuerait 1000 de ses créations chaque jour. Izanagi répondit qu'il en créerait 1500. Et c'est de cette querelle post-divorce cosmique, 1000 morts par jour contre 1500 naissances, que les Japonais ont expliqué le cycle de la vie et de la mort. Izanagi s'en alla se purifier dans les eaux d'un fleuve, et ce moment de toilette cosmique allait avoir des conséquences extraordinaires. En lavant son visage, il créa, accidentellement, 3 des divinités les plus importantes du Japon. Et l'on pourrait presque résumer la scène d'une seule phrase. Amaterasu naquit d'un bain de purification. En se lavant l'œil gauche, Amaterasu, déesse du soleil. En se lavant l'œil droit, Tsukuyomi, dieu de la lune. Et en se nettoyant le nez, Susanoo, dieu des tempêtes. La plus grande déesse du panthéon japonais, dont descend la famille impériale japonaise jusqu'à aujourd'hui, est née d'un coup de torchon après un voyage en enfer. Il y a dans cette image une désinvolture sublime que j'aime profondément. Amaterasu régna sur les hautes plaines du paradis céleste, le Takamagahara. Tsukuyomi gouverna la nuit. Et Susanoo reçut la mer. Mais Susanoo avait un caractère compliqué. Il pleurait constamment, en disant qu'il voulait rejoindre sa mère morte. Ses sanglots secouaient les montagnes et asséchaient les rivières. Son père, Izanagi, excédé, l'exila. Avant de partir en exil, Susanoo voulut dire au revoir à sa sœur Amaterasu. Il monta vers le paradis céleste en tempête, et ses vents firent trembler les cieux de façon si alarmante qu'Amaterasu, croyant à une attaque, l'accueillit armé d'un arc. Susanoo jura de ses bonnes intentions. Amaterasu se laissa convaincre. Ils échangèrent des biens et créèrent ensemble plusieurs kami pour sceller leur réconciliation. Puis, Susanoo fit une chose terrible. Il détruisit les digues des rizières du paradis. Il combla les fossés d'irrigation. Et dans une crise de rage inexplicable, les dieux shintoïstes ont cette particularité d'être aussi imprévisibles que les phénomènes naturels qui le représentent. Il saccagea le temple où les servantes d'Amaterasu tissaient. Amaterasu décida que c'en était assez. Elle se réfugia dans la grotte d'Amano Iwayato, la grotte de la roche céleste, et ferma l'entrée avec un rocher immense. Le soleil disparut. Le monde entier sombra dans les ténèbres. Les récoltes mouraient. Les démons se déchaînaient dans l'obscurité. Le paradis et la terre n'étaient plus qu'une nuit sans fin. Les 8 millions de kami se rassemblèrent devant la grotte en urgence. Ils tentèrent des prières, des rituels élaborés, des chants propitiatoires. Rien. Puis Ameno Uzume, la déesse de la joie et de l'aube, grimpa sur un tonneau renversé et se mit à danser.
Et le mythe ose cette phrase magnifique. Une déesse a fait revenir le soleil en dansant. Au début, une danse normale, puis de plus en plus endiablée. Et progressivement, dans le récit du Kojiki, dont certaines versions sont plutôt explicites, de moins en moins habillée. Les 8 millions de kami contemplèrent la scène, et ils éclatèrent de rire. Un rire si gigantesque, si absurde, si cosmique, qu'il résonna à travers toutes les couches du ciel et de la terre. Amaterasu, dans sa grotte, fut intrigué. Quel genre de fête pouvait-il bien organiser alors que le monde était plongé dans le noir? Et ce rire bizarre, joyeux, inconvenant, la troubla suffisamment pour qu'elle pousse légèrement la pierre de l'intérieur. Un mince filet de lumière. Mais quelqu'un avait eu l'idée de placer juste en face de l'ouverture un miroir de bronze poli. Amaterasu vit sa propre lumière reflétée, et pour la première fois de sa vie, elle se vit telle qu'elle était vraiment. Belle, lumineuse, irremplaçable. Elle s'approcha. La pierre bougea encore. Un dieu fort la saisit par le bras et la tira dehors. La lumière revint au monde. Ce miroir, le Yata no Kagami, le miroir des 8 paumes, est aujourd'hui l'une des 3 reliques impériales du Japon. Il serait conservé au grand sanctuaire d'Ise, profondément dans ces forêts de cyprès sacrés. Il n'a jamais été photographié. Il n'est jamais exposé. Personne, sauf les grands prêtres, n'est autorisé à le voir. La lumière que les dieux ont retrouvée ce jour-là, ils y font toujours attention. Et Susanoo, il fut puni et exilé sur terre. Mais là, dans cet exil, il accomplit son acte le plus important. Il rencontra une famille de vieilles divinités pleurant leur dernière fille. Les 7 premières avaient été dévorées une à une par le Yamata no Orochi, le grand serpent à 8 têtes. Une créature dont les 8 têtes surplombaient 8 montagnes, dont les yeux brillaient comme des lanternes rouges dans la nuit, dont la queue s'étendait sur 8 vallées. Susanoo, en échange de la main de la jeune fille, proposa de tuer le monstre. Son plan, faire préparer 8 jarres de saké de la plus haute qualité et les disposer à 8 endroits différents. Le serpent arriva. Il plongea ses 8 têtes dans les 8 jarres. Il but. Et dans l'ivresse, il s'endormit. Susanoo le découpa tête par tête. Et dans la queue du monstre, là où personne n'aurait pensé à chercher, il trouva une épée d'une beauté parfaite. Une lame qui n'avait jamais été forgée par des mains humaines. Et comme si le récit n'était pas encore assez étrange, une épée sacrée dormait dans la queue du monstre. Le Kusanagi no Tsurugi, l'épée qui tranche les herbes. Cette épée, que Susanoo offrit à Amaterasu en signe de réconciliation, est devenue la 2e des 3 reliques impériales. Elle serait conservée au sanctuaire d'Atsuta à Nagoya depuis des siècles. Jamais vue, jamais exposée, peut-être perdue lors d'une bataille navale en 1185, peut-être là depuis toujours. Les Japonais ne le savent pas avec certitude, et cette incertitude fait partie de sa puissance. En 1185, quelque chose changea pour de bon dans l'histoire du Japon. Le clan Minamoto avait gagné une guerre brutale contre le clan Taira. Minamoto no Yoritomo installa son gouvernement, non pas à Kyoto, la capitale impériale, mais à Kamakura, au bord de la mer, loin de l'empereur. L'empereur existait toujours. Il régnait toujours, nominalement. Mais c'était le shogun qui gouvernait vraiment. Shogun, grand général soumettant les barbares. Et le Japon resta gouverné par des shoguns pendant presque 7 siècles. La structure sociale du Japon féodal était une pyramide d'une précision presque mathématique. Au sommet, l'empereur, figure divine mais sans pouvoir réel. Juste en dessous, le shogun, vrai dirigeant militaire. Puis les daimyo, seigneurs de guerre régionaux.
puis les samouraïs, guerriers à leur service, et à la base, les paysans, qui produisaient le riz dont tout le reste dépendait. Le pouvoir se mesurait en koku, des unités de riz. 150 kilos de riz. Un fief valait tant de koku. Un samouraï recevait tant de koku par an. Les armées se comptaient en combien de koku elles coûtaient à maintenir. L'or et le riz, pas si différents. Et c'est dans ce contexte qu'eut lieu l'un des épisodes les plus étranges et les plus fondateurs de l'histoire du Japon. Nous sommes en 1274. Kublai Khan, qui venait de conquérir la Chine, la Perse et de larges pans de l'Eurasie, envoya un message au Japon. Payez tribut ou subissez la conquête. Le shogunat, après quelques années de délibération, répondit par un refus. Kublai Khan envoya 23 000 hommes et 600 navires. Les samouraïs se battirent bravement, mais ils n'étaient pas préparés aux techniques mongoles, formations serrées, arcs composites, projectiles incendiaires. Le combat était brutal et les Japonais reculaient. Puis la nuit tomba, et avec elle, un typhon. La flotte mongole, ancrée dans la baie de Hakata, fut dispersée. Des centaines de navires coulèrent. Les survivants retraversèrent la mer. En 1281, Kublai Khan revint avec 140 000 soldats. La plus grande force navale jamais assemblée dans l'histoire humaine jusqu'à cette date. Les Japonais se battirent pendant 7 semaines. Et un second typhon arriva. Catastrophique cette fois. La flotte entière, ou presque, fut détruite. La moitié au moins des soldats mongols moururent noyés ou vaincus sur les plages. Les survivants furent capturés. Les prêtres shintoïstes et la cour impériale, qui avaient prié sans relâche pour la protection divine, s'emparèrent du récit. Ces typhons étaient des actes des dieux, des vents divins envoyés pour protéger le pays du soleil levant. Kami, les dieux, Kaze, le vent. Kamikaze. Les samouraïs, eux, revendiquaient leurs propres exploits militaires. Les historiens modernes notent que les navires mongols utilisaient des designs peu adaptés aux typhons, coques plates pour descendre les fleuves de Chine, catastrophiques en mer ouverte. La météo peut avoir des explications naturelles. Le mot kamikaze était né. Et 6 siècles et demi plus tard, quand une autre invasion menaça le Japon, depuis l'ouest cette fois, et que de jeunes pilotes partirent sans retour pour protéger leurs côtes, on leur donna le même nom, kamikaze. Ce vent avait attendu longtemps avant de souffler à nouveau. Pendant 1 siècle et demi, le Japon vécut ce qu'on appelle la période Sengoku. Sengoku, le pays en guerre. Des dizaines de seigneurs de guerre se disputaient la domination du pays dans des conflits incessants. Les alliances se faisaient et se défaisaient en quelques mois. Les daimyos trahissaient leurs suzerains, les généraux trahissaient leurs daimyos. Les temples brûlaient, les châteaux tombaient, les récoltes disparaissaient dans les flammes. Et puis 3 hommes, l'un après l'autre, mirent fin à ce chaos. Le premier s'appelait Oda Nobunaga. Sa devise, Tenka Fubu, gouverner tout ce qui est sous le ciel par l'épée. Nobunaga était brutal, visionnaire, impitoyable. Il fut le premier à aligner des arquebusiers en rang lors de la bataille de Nagashino. La guerre devenait mécanique avant même que le mot existe. Sa victoire fut totale. Il fut aussi capable d'ordonner l'incendie du mont Hiei et le massacre de ces milliers de moines bouddhistes, parce que le temple lui résistait politiquement. Et c'est peut-être là que le Japon féodal devient vraiment difficile à juger avec nos critères d'aujourd'hui. Nobunaga brise tout ce qui résiste. Mais il ouvre aussi une brèche irréversible dans un ordre ancien, devenu trop fragmenté pour survivre.
il comprend avant tous les autres que l'époque des gestes nobles et isolés s'achève. Désormais, celui qui gagnera sera celui qui sait organiser, calculer, moderniser et imposer sa volonté plus vite que ses rivaux. La guerre devient mécanique. Le pouvoir devient logistique. À travers lui, le Japon cesse peu à peu d'être un puzzle de provinces et commence à redevenir une idée politique unique. C'est une transformation immense, presque silencieuse quand on la résume en quelques lignes. Mais pour ceux qui la vivaient, c'était un basculement du monde. Et puis un soir, l'un de ses propres généraux se retourna contre lui. Nobunaga disparut. Et c'est là qu'entre l'homme le plus improbable de toute l'histoire du Japon. Il s'appelait Toyotomi Hideyoshi. Et voici sa biographie en 3 lignes. Né fils d'un paysan sans nom, porteur de sandales à 16 ans, maître absolu du Japon à 53 ans. Autrement dit, un porteur de sandales est devenu maître du Japon. Ce n'est pas une métaphore. Hideyoshi n'avait pas de nom de famille, les paysans n'en avaient pas. Il était si laid que son maître Oda Nobunaga l'avait surnommé le singe. Il n'avait aucun titre de noblesse, aucune richesse héritée, aucune connexion familiale. Et pourtant, par une combinaison d'intelligence stratégique, de loyauté inflexible et d'audace politique, il gravit chaque échelon. Porteur de sandales, garde du corps, stratège, général. Successeur de Nobunaga, régent du Japon. Les historiens ont cherché dans toutes les archives du monde un exemple comparable. Ils n'en ont pas trouvé. Le 3e homme était Tokugawa Ieyasu. Si Nobunaga était le faucon et Hideyoshi le singe, Ieyasu était la tortue. On lui prête cette phrase. Si le coucou ne chante pas, attends qu'il chante. Nobunaga, lui, l'aurait tué. Hideyoshi l'aurait convaincu de chanter. Tokugawa attendait. En 1600, lors de la bataille de Sekigahara, la plus grande bataille de l'histoire du Japon, 200 000 hommes en une seule journée, Tokugawa Ieyasu l'emporta. 3 ans plus tard, il fut nommé shogun. Et il construisit quelque chose que ni Nobunaga ni Hideyoshi n'avaient réussi à bâtir. La paix. 265 ans de paix. L'ère Edo fut la plus longue période de paix de l'histoire japonaise, plus de 250 ans. Et cette paix a un paradoxe magnifique. Elle fige le samouraï au moment même où le samouraï devient moins nécessaire militairement. Plus le pays se stabilise, moins il a besoin de guerriers sur le champ de bataille, et plus il transforme ses guerriers en modèle moral, administratif, presque esthétique. Autrement dit, le samouraï que l'imaginaire moderne admire le plus n'est pas toujours celui des guerres sanglantes. C'est souvent le samouraï tardif, déjà discipliné par la paix, surveillé par des règles, forcé de convertir la violence en étiquette, en calligraphie, en service, en contrôle de soi. Le Japon féodal invente alors une chose étrange et profonde. Presque une définition du samouraï tardif. Un guerrier obligé de devenir philosophe pour survivre à la paix. Il y a, dans l'histoire du Japon féodal, une nuit de décembre que les Japonais n'oublient pas. Nous sommes en 1703. Dehors, il neige sur Edo. 47 hommes avancent dans l'obscurité vers la résidence d'un haut fonctionnaire nommé Kira Yoshinaka. Ce sont des ronin, des samouraïs sans maître. Leur seigneur, Asano Naganori, avait été condamné au seppuku 2 ans plus tôt pour avoir tiré son épée dans le palais du shogun, une attaque contre ce même Kira qui l'avait humilié. Le domaine d'Asano avait été confisqué. 300 guerriers s'étaient retrouvés sans maître, sans revenu, sans raison d'être.
le shogun avait formellement interdit toute vengeance. 47 d'entre eux jurèrent de ne pas obéir. Leur chef, Oishi Kuranosuke, connaissait les espions de Kira. Il savait qu'ils le surveillaient. Alors, il joua un rôle pendant 2 ans. On pourrait résumer toute leur stratégie d'une phrase. Ils jouèrent 2 ans aux ivrognes avant de frapper. Il quitta sa femme. Il s'installa dans les mauvais quartiers. Il s'afficha ivre dans des auberges de bas étage, se laissa traîner dans la boue. Un samouraï de Satsuma le rencontra un jour et lui cracha dessus dans la rue, le traitant de lâche. Oishi n'eut pas un geste. Les espions de Kira conclurent que cet homme ne représentait aucune menace. Cette nuit de décembre, sous la neige, les 47 attaquèrent. Ils trouvèrent Kira caché dans un abri à charbon au fond du jardin. Ils lui offrirent la possibilité de mourir honorablement, par seppuku, avec le même sabre qu'Asano avait utilisé 2 ans plus tôt. Kira ne dit rien. Il ne broncha pas. Oishi fit ce qui devait être fait, en silence, comme on accomplit une promesse. Ils marchèrent à travers la neige jusqu'au temple Sengakuji et déposèrent la tête sur la tombe de leur maître. Puis ils se rendirent au shogun. Ils furent condamnés à mort, mais autorisés à mourir honorablement par seppuku. 46 d'entre eux acceptèrent. Le plus jeune fut épargné pour qu'il puisse raconter l'histoire. Et c'est là que l'affaire devient moralement troublante. Les 47 ont désobéi à l'autorité suprême, mais ils l'ont fait au nom d'une fidélité jugée plus haute que l'obéissance. Ils ont violé la loi au nom de la justice. Tout le pays admirait ces hommes. La loi exigeait leur mort. Le shogun leur accorda le seppuku, la mort réservée aux hommes d'honneur. Chaque 14 décembre depuis 1703, des milliers de Japonais visitent le temple Sengakuji à Tokyo pour honorer les 47. Les tombes de pierre sont propres, fleuries. L'encens brûle encore aujourd'hui sur leurs tombes. Et peut-être que la vraie question, c'est ce qu'ils incarnaient, ce qu'on appelle le Bushido. Le Bushido, la voie du guerrier, avec ses vertus d'honneur et de loyauté, ce code qui semble vieux comme le Japon lui-même. Le livre qui l'a codifié et rendu célèbre dans le monde entier s'appelle Bushido, The Soul of Japan. Il a été écrit par Inazo Nitobe au tournant du XXe siècle. Le Bushido immuable est une invention tardive. Les samouraïs avaient cessé d'exister en 1868. Ce que les samouraïs avaient réellement, c'étaient des valeurs confucéennes et bouddhistes mêlées, des obligations envers leurs seigneurs et des comportements qui variaient énormément selon les époques et les clans. Certains étaient des lettrés qui écrivaient des poèmes, d'autres étaient des brutes. Beaucoup changeaient de seigneur quand ça les arrangeait. Le Bushido qu'on enseigne, immuable, universel, ancestral, est une invention de l'ère Meiji, forgée pour galvaniser un Japon moderne. Une belle invention, mais une invention. Cela ne veut pas dire que tout est faux. Cela veut dire que l'histoire a été polie, ordonnée, simplifiée, jusqu'à devenir une sorte de miroir moral dans lequel le Japon moderne a choisi de se regarder. Un miroir ne ment pas toujours, mais il cadre ce qu'il montre. Ce qui n'enlève rien à la beauté des 47. Parce que, code écrit ou pas, ils ont fait quelque chose de très réel. Ils ont attendu 2 ans dans la honte apparente, sans faillir, sans parler, et ils ont accompli ce qu'ils avaient promis. Qu'on appelle ça du Bushido ou simplement de la fidélité, ça n'en change pas la force. Et quelque part, cette nuit de décembre continue de tomber sur Edo. Voici quelque chose de paradoxal. Les 265 ans de paix de l'ère Edo, imposés par les Tokugawa dans un Japon fermé à presque tout contact extérieur, ont produit une des florescences culturelles les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Parce que les samouraïs n'avaient plus de guerre à faire, ils durent trouver autre chose. La cérémonie du thé, Chado, la voie du thé,
devint un art aussi codifié qu'une stratégie militaire. Chaque geste prescrit, chaque silence respecté. Le thé matcha versé lentement, sa mousse verte scrutée pour sa perfection. 1 heure entière pour boire une tasse. 1 heure de présence totale, de beauté pure, de calme absolu dans un monde de guerre. Dans une petite pièce au sol de tatami, tout devient soudain immense. Le bruit du fouet de bambou dans le bol, la vapeur qui monte, la chaleur ronde de la céramique entre les paumes, l'amertume verte qui reste un instant sur la langue. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire. Juste une discipline si poussée qu'elle transforme une gorgée en événement intérieur. Les jardins zen, avec leurs graviers blancs ratissés en spirale, leurs pierres soigneusement choisies, leurs mousses cultivées pendant des décennies, devinrent des œuvres d'art destinées à contempler l'impermanence. On comprend alors pourquoi des hommes entraînés à tuer pouvaient passer des heures devant quelques pierres et du gravier. Le jardin n'était pas une décoration, c'était une manière d'apprendre à respirer plus lentement que le tumulte du monde. Et il y avait les cerisiers, sakura. Depuis l'ère Heian au moins, les Japonais pratiquaient le hanami, la contemplation des fleurs. Rassemblement sous les cerisiers en fleurs, quelques jours par an au printemps. Pourquoi les cerisiers et pas d'autres fleurs? Parce que leur beauté est brève. 7 à 14 jours selon la météo. Une légère pluie peut tout emporter en une nuit. Les samouraïs méditaient devant eux sur Mono no Aware, expression intraduisible qui signifie quelque chose comme la mélancolie des choses ou la beauté de ce qui passe. La conscience que les choses sont belles précisément parce qu'elles ne durent pas. Les cerisiers enseignaient cela mieux que n'importe quel texte de philosophie. Vous voyez ces pétales qui tombent? Les Japonais n'y lisaient pas seulement la fragilité des fleurs, ils y lisaient aussi celle d'une jeunesse, d'un amour, d'une victoire militaire, d'une vie entière. Il y avait aussi l'encens dans les temples bouddhistes, santal, agar, bois précieux importé de Chine et d'Asie du Sud-Est depuis le VIe siècle. Une fumée bleue dans la lumière qui traversait les lanternes de papier. Une odeur qui vous signifiait, sans mots, que vous étiez arrivé dans un espace sacré. Et la pluie sur les tuiles des pagodes, un son que ceux qui l'ont entendu une fois n'oublient jamais, plus fin que la pluie sur les toits d'ardoise européens, presque musical, comme si la pluie jouait les pagodes comme un instrument. Le Japon avait quelque chose que peu de civilisations ont développé à ce degré, une culture de l'attention. Pas l'attention au grand, au monumental, à l'épique, l'attention au petit. Dans beaucoup d'autres civilisations, la grandeur se mesure à ce qu'on construit contre le temps. Ici, elle se mesure aussi à la délicatesse avec laquelle on accepte que le temps gagne. À la vapeur qui monte d'un bol de soupe miso à l'aube, au grain du bois de hinoki dans un bain chaud, à la façon dont un pétale de cerisier tourne dans l'air avant de toucher l'eau. Cette attention, c'est peut-être l'héritage le plus durable du Japon féodal. Et c'est peut-être aussi ce qui le rend si moderne à nos yeux fatigués. Nous vivons dans des mondes saturés de vitesse, de notifications, de bruit, de lumière, de sollicitations permanentes. Eux avaient compris qu'une civilisation se mesure aussi à la qualité de ce qu'elle remarque en silence. La texture d'un bol, la nuance d'un parfum de bois brûlé, la façon dont un jardin change sous une pluie d'été ou sous une lune d'hiver. Il faut imaginer ce que cela change dans une vie entière. S'asseoir avant l'aube, sentir le bois refroidi par la nuit, entendre la bouilloire frémir, regarder une ombre glisser sur un papier de riz. Ce n'est pas seulement du raffinement, c'est une manière d'empêcher l'esprit de se durcir. À force d'affiner ainsi le regard, le Japon féodal a fait de l'attention une forme de noblesse. Non pas dominer davantage le monde, mais apprendre à le percevoir plus subtilement.
Il y a le mont Fuji, quelque part, sous la neige. Imaginez-le. Sa silhouette si précise, si propre, qu'elle ressemble à un dessin à l'encre plutôt qu'à une vraie montagne. Le ciel autour de lui est violet-gris avant l'aube. La neige sur ses flancs est bleue dans cette lumière. Personne ne parle. Plus loin, une forêt. Les arbres sont des cyprès centenaires dont les branches filtrent toute lumière directe. Le sol est couvert d'une mousse si épaisse et si verte qu'elle ressemble à de la soie naturelle. Les boussoles n'y fonctionnent pas. Le sol volcanique est chargé de fer magnétique. Le silence ici est si absolu qu'il devient une présence. Même vos pas sembleraient dérangés. Même une parole trop ferme semblerait tomber de trop haut. C'est un paysage qui oblige le corps à se faire plus léger, presque plus poli. Dans ce silence, les Japonais croyaient que les kami habitaient chaque arbre, chaque rocher, chaque filet d'eau entre les mousses. 8 millions de divinités dans chaque forêt. Pas des dieux abstraits, lointains, intangibles, mais des présences réelles dans la matière même du monde. Le shintoïsme ne demande pas de croire en quelque chose d'invisible. Il demande de faire attention à ce qui est visible. Regardez vraiment un torii vermillon dans la brume. Voir la buée sortir de sa bouche au matin. Sentir sous ses doigts la pierre lisse d'une marche usée par des siècles de pieds nus. Au bruit du vent dans les cerisiers. Aux empreintes dans la neige fraîche. À l'odeur de la pluie sur la pierre chaude du sanctuaire. À la manière dont une goutte reste suspendue au bord d'un bambou. À la petite buée qui flotte au-dessus d'un bain de bois. À la lumière très pâle du matin sur une corde de prière encore humide. Ce que le Japon a appris pendant des siècles d'isolement et de raffinement intérieur, c'est peut-être quelque chose d'aussi simple que ça. La beauté n'est pas rare, elle est là, tout le temps, dans les petites choses. C'est notre attention qui manque. Peut-être que dormir devient plus facile quand on cesse de réclamer au monde de grands miracles. Quand on accepte qu'une simple odeur de pluie, qu'un reflet sur du bois sombre, qu'un souffle dans des branches suffisent déjà. Et ce soir, dans le calme de cet instant, peut-être qu'on peut un peu les imiter. Ne rien conquérir, ne rien prouver, seulement habiter pleinement cet instant minuscule, comme on entrerait pieds nus dans un sanctuaire avant l'aube. Juste être là, tout doucement. Juste écouter, sans vous presser. Juste sentir sa propre respiration, lente et régulière, comme la respiration d'une forêt de cèdres sous la neige. Comme si chaque expiration faisait un peu de place. Comme si le bruit de la journée se retirait enfin, à la manière de la marée. Laissez les kami de ce moment faire leur travail. Ce soir, nous avons plongé la lance d'Izanagi dans l'océan. Nous avons vu Amaterasu caché dans sa grotte et la danse qui l'a ramené au monde. Nous avons suivi Hideyoshi, le fils de paysan, jusqu'au sommet du Japon. Nous avons marché dans la neige avec les 47 et nous nous sommes assis sous les cerisiers à écouter tomber les pétales. Le Fuji est là, dans l'obscurité. La neige sur ses flancs est bleue et froide et silencieuse. La forêt de cyprès respire doucement autour de vous. Quelque part, une lanterne de papier balance dans un souffle d'air. Sa lumière chaude vacille, disparaît presque, revient. Il n'y a pas de bruit, juste le vent très doux dans les aiguilles de pin. Les kami sont là. Ils ont toujours été là. Et peut-être que c'est cela
le cœur le plus intime du Shinto. Pas une doctrine compliquée, pas un salut lointain, mais une politesse devant le monde, une manière de considérer qu'un rocher, un arbre, une source, une montagne ne sont pas des décors neutres, mais des réalités habitées, dignes d'égard. À force de vivre ainsi, on ne traverse plus un paysage, on entre en relation avec lui. On comprend alors pourquoi tant d'objets japonais semblent faits pour le crépuscule. Une tasse de thé, une porte coulissante, un bol de lac, une feuille d'érable posée sur une pierre humide. Rien n'a besoin de crier pour exister. Peut-être que le Japon féodal nous fascine encore pour cette raison. Derrière les armures, les châteaux, les sabres et les batailles, il y avait aussi une civilisation qui demandait à l'homme d'être plus attentif, plus humble, plus précis dans sa manière d'habiter le monde. Et doucement, le Japon s'éloigne. La montagne se fond dans le ciel. La forêt devient un murmure. L'encens et le thé matcha et la pluie sur les tuiles, tout ça s'évanouit dans la nuit comme la fumée d'une lanterne éteinte. Même les armures, même les sabres, même les cris des batailles finissent par devenir de simples échos derrière les collines. Comme si le pays lui-même avait décidé, au bout du compte, de rendre toute violence au silence. Il ne reste plus rien, que le silence. Et votre respiration, douce, lente, régulière. Comme si la nuit elle-même avait posé une main légère sur votre front. Comme si tout ce qui pesait encore il y a quelques heures s'était dissous dans le noir, sans effort, sans combat. La prochaine nuit, nous traverserons la mer vers une autre civilisation, au cœur de l'Europe ancienne. Là où les légions avançaient d'un même pas, où les gladiateurs tombaient sous le regard des foules, et où Rome a laissé sa trace dans les routes, les aqueducs et les lois de notre monde. Écoutez-vous seul ou à deux ce soir? Dites-le nous en commentaire. Bonne nuit et à très vite.